Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec l'histoire des origines de la révolution cubaine de 1959 et avec une période très mouvementée qui s'étend de 1944 à 1952. Une période vraiment incroyable au cours de laquelle la plus grande réunion de mafieux de l'histoire mondiale a été organisée, au cours de laquelle l'un des plus gros diamants du monde a été volé avant de se retrouver miraculeusement sur la table du président de la République, et au cours de laquelle une année du budget national cubain a disparu des comptes publics. Dans les épisodes précédents, nous avions vu que l'indépendance cubaine de 1895 à 1898 a été frustrée par l'intervention américaine et que le modèle d'américanisation de la société mené par les premières élites de l'indépendance a conduit à une catastrophe économique appelée la crise des vaches maigres. Dans cette vidéo, nous verrons la troisième frustration des aspirations des groupes identitaires cubains, qui est celle du gouvernement du parti Auténtico ou authentique. En 1940, Fulgencio Batista, en pleine guerre mondiale, gouverna le pays avec le soutien de diverses tendances politiques de gauche et du centre. Malgré son gouvernement relativement consensuel pendant la guerre, le candidat de Fulgencio Batista, Carlos Saladrigas Zayas, fut battu aux élections et le 1er juin 1944, Grau San Martín fut élu président de la République cubaine avec 55% des voix. En 1944, le programme du Parti révolutionnaire cubain authentique promettait de poursuivre l'œuvre commencée en 1933. Le parti assurait qu'il procéderait à une réforme agraire, qu'il augmenterait la construction de logements, qu'il éliminerait la corruption et instituerait l'honnêteté administrative, et que les fonds alloués à l'éducation et à la santé seraient augmentés grâce à une réforme fiscale. Grau déclara qu'il voulait que les Cubains soient inspirés par le même esprit de service collectif. La révolution confisquée de 1933 allait pouvoir avoir lieu et permettre le développement du pays. Une partie de la bourgeoisie nationale soutint d'ailleurs ce processus car un changement d'orientation politique ne pouvait signifier qu'une réduction du pouvoir des élites exportatrices de sucre qui entravait le développement d'autres secteurs industriels de l'île selon les discours de leurs représentants. Dans son discours inaugural, Grau San Martín annonça l'élaboration d'un nouveau code social, le vote d'une importante réforme fiscale, la création d'une cour des comptes, un nouveau système éducatif, la réhabilitation des hôpitaux, un grand plan de colonisation et de répartition des terres pour les paysans, et enfin un vaste plan de travaux publics et de gestion rigoureuse des deniers publics avec bien sûr une réduction drastique de la corruption. Les objectifs étaient exigeants et peut-être trop exigeants si l'on s'en tient aux rapports diplomatiques remis par les ambassades européennes à leur ministère. Cependant, dans un premier temps, il semblait qu'une certaine honnêteté administrative s'établit. Au cours des 6 premiers mois de gouvernement Auténtico, tous les indicateurs montraient une réduction des dépenses publiques et une augmentation de la collecte des impôts, sans même que de nouvelles lois aient été votées. Le ministre des Finances, Supervielle, effectua un travail efficace d'assainissement des comptes publics. Entre octobre et décembre 1944, le budget passe d'un déficit de 3,5 millions de pesos à un excédent de 6 millions en raison notamment de la réduction des dépenses et de la fin des botellas. Les botellas, c'était les emplois fictifs qui étaient accordés aux batistanos et aux partisans de l'élu en échange de leur vote. De la même façon, la loterie nationale, qui était sujette à de nombreuses fraudes sur les régimes précédents, récolta plus d'argent durant les 7 premiers mois du gouvernement Auténtico que de 1909 à octobre 1944. Enfin, la police, en 6 mois, augmentant de plus de 400% les revenus des impôts liés aux amendes et aux verbalisations. Mais cet effet ne dura pas longtemps. Les dirigeants jugèrent qu'il convenait d'abord de purger l'administration de tout personnel favorable à Batista. En 5 mois, plus de 6600 fonctionnaires furent licenciés, ce qui généra, selon un rapport diplomatique, une insuffisance et une désorganisation des services publics. L'armée, la justice et la police ont été particulièrement touchés par cette purge. En un an, il ne resta plus que 3 capitaines sur les 40 titulaires en 1944.
et 9 lieutenants sur les 98 titulaires en 1944. Ces personnels furent remplacés par des hommes considérés comme des proches ou des fidèles du pouvoir. L'offre de nouveaux postes donna au Parti Auténtico l'épine dorsale bureaucratique qui lui manquait pour mener à bien ces réformes qu'il avait proposées. Pour mener à bien ces réformes, Grau San Martin bénéficiait de surcroît d'un contexte économique plus favorable encore que celui de Batista, étant donné que, contrairement à la crise des vaches maigres qui était survenue juste après la Première Guerre mondiale, la demande mondiale de sucre avait continué d'augmenter après la guerre, provoquant une hausse des prix jusqu'en 1947. Malgré ce contexte favorable, Grau San Martin ne mit pas en œuvre les réformes proposées lors de sa campagne électorale. Il choisit de maintenir un discours très révolutionnaire en réalisant des réformes beaucoup plus modérées, sans planification préalable. Pour préserver sa base électorale, il a eu recours à des pratiques clientélistes ou népotiques. Ainsi, le président nomma des membres de sa famille à des postes de pouvoir. José et San Martin, son cousin, ministre, tout comme Francisco Grau Alsina, Ramón Grau Alsina et Leopoldina Grau Alsina, qui furent nommés donc chacun ministre des Travaux publics, secrétaire d'État à l'agriculture, secrétaire de la présidence et conseiller de la présidence de la République cubaine. Afin de se constituer un réseau de clientèle politique, il dépouilla l'État d'une partie de son budget et les fonds continuèrent d'être gérés illégalement par l'exécutif avec très peu de contrôle législatif ou judiciaire. Au cours des 3 années de gouvernement de Grau San Martin, de 1944 à 1947, le président a utilisé de manière inconstitutionnelle entre 254 millions et 282 millions de pesos. À titre de comparaison, Fulgencio Batista, durant l'ensemble des 4 années de son premier mandat, n'avait utilisé ce procédé illicite que pour la somme de 59 millions de pesos. Les sommes manipulées par le gouvernement finirent par attirer l'attention du juge Federico Giustiniani, qui voulait poursuivre le gouvernement pour des faits de corruption et d'enrichissement personnel pour un montant de 174 millions de pesos. Une affaire qui ne fut jamais jugée puisque le dossier du juge fut volé par 2 fois dans des conditions mystérieuses. Une partie des parlementaires du Parti Auténtico, dirigé par Eduardo Chibas, déçu par cette désorganisation et corruption administrative, se sépara formellement de lui le 15 mai 1947. Ceux qui démissionnèrent du Parti Auténtico fondèrent le Partido del Pueblo de Cuba, ou Parti orthodoxe. Loin d'être secondaire, la question de l'honnêteté administrative était au cœur du discours du Parti orthodoxe. La corruption pendant les gouvernements auténticos de Grau San Martin et de Carlos Prioso Carras avait atteint de grandes proportions. C'est sous ces gouvernements que se tient la plus grande réunion jamais organisée par la mafia à l'Hôtel National de La Havane en décembre 1946. L'hôtel est réservé par Meyer Lansky et les plus grands patrons de la mafia américaine se réunissent pour un somptueux banquet. Parmi les invités figuraient Albert Anastasia, Frank Costello, Vito Genovese, Joe Adonis, Frank Sinatra, et d'ailleurs ce dernier offrit un concert spécial aux membres présents. Les gangsters purent manger les mets les plus exquis et les plus chers de l'époque, tandis que le gouvernement de Grau tentait de résister aux pressions des États-Unis pour éviter d'expulser Lucky Luciano de l'île. Les lois promises furent mal appliquées, provoquant la désillusion d'une bonne partie de la base électorale des Authentiques. Une enquête de la revue Bohemia, parue en novembre 1947, montra l'ampleur de cette déception. Elle révélait que 54% des membres du Parti Auténtico avaient adhéré parce que c'était dans leur intérêt personnel ou parce qu'ils voulaient aider un ami. Seuls 11% d'entre eux croyaient encore au programme ou aux principes du Parti Auténtico. Pour entretenir son image de parti révolutionnaire et satisfaire sa base électorale, le gouvernement privilégiait également les groupes politico-révolutionnaires mafieux locaux qu'on l'on appelait les groupes d'action. Des botellas, c'est-à-dire les emplois fictifs, ont été attribués à chacun de ces groupes, principalement par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation. Cette pratique a connu un tel succès à Cuba que des grèves de groupes d'action ont eu lieu au ministère de l'Éducation pour protester contre le manque d'emplois fictifs. Ces groupes, frustrés par une révolution qui n'avait pas lieu,
se sont affrontés, entraînant des événements dignes des films de western américains, tels que la fusillade à la mitrailleuse du Sénat cubain en avril 1947, ou la bataille et le massacre de la Orfila en septembre de la même année, qui opposa deux commissariats tenus par des membres de groupes d'action différents, Antonio Morín d'Ópico, Emilio Tro et Mario Sanabria. Pendant plusieurs heures, l'Unión Revolucionaria Insurreccional s'opposa au groupe d'Orlando Lemus, surnommé El Colorado, dans les rues de la Havane. L'armée dut intervenir pour les arrêter, et lorsque les membres de l'UIR sortirent de la maison pour se rendre, le groupe de El Colorado les a abattus, tuant des personnes non armées en cours de route, dont une femme enceinte. Les groupes d'action ont également été utilisés pour contrôler le principal syndicat du pays, la CTC, et pour intimider les opposants politiques. Les attentats politiques et les assassinats se sont multipliés pendant le mandat de Grau San Martín et de Carlos Prioso Carras, et pour maintenir leur image révolutionnaire sans organiser les réformes correspondantes, les gouvernements auténticos tentèrent de trouver un ennemi extérieur en la personne de Rafael Trujillo. C'est le ministre de l'Éducation, José Manuel Alemán, qui fut chargé de soutenir le projet de l'expédition de Cayo Confites, qui à lui seul mériterait une autre vidéo. Mais comme symbole de cette période, signalons que lorsque l'expédition fut annulée, les militaires trouvèrent sur le domaine du ministre un arsenal si important qu'il fallut mobiliser 13 camions pour retirer ses armes.